Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Toute l'actualité de ce mercredi 9 février. Invités, reportages, rencontres, infos pratiques tout près de chez vous et votre météo à venir. À la une de votre journal ce soir, les sports et la qualification hier soir de l'AS Monaco pour les demi-finales de la Coupe de France après avoir dominé Amiens 2-0. Et puis des nouvelles de notre équipe de basket, la Roca Team, à la veille d'un nouveau rendez-vous européen face aux Lituaniens de Kaunas. Des sportifs qui nous font rêver, nous émerveillent et depuis quelques jours même nous épatent au regard de leur incroyable longévité dans bien des disciplines comme cette médaille d'argent autour du cou d'un skieur de 41 ans, Johan Claret, ou la victoire encore de Rafael Nadal à l'Open d'Australie, voire le succès de Sébastien Loeb au tout dernier rallye Monte-Carlo à bientôt 48 printemps. Dossier complet sur la gestion d'un temps qui passe de la plus belle des façons chez nos champions, avec Antonin Mouchet de l'équipe de France féminine de tennis, et puis un grand témoin que l'on voit souvent rouler dans les rues de la Principauté alentour, l'ancien champion du monde de cyclisme, Philippe Gilbert. Et puis en cette période de vacances scolaires, nous nous rendrons au musée océanographique où se tiennent de passionnants ateliers pour petits et grands qui ne resteront pas insensibles, comme nous tous, aux toutes dernières recommandations concernant la pollution de l'eau et la protection de notre Méditerranée, avec les dernières conclusions du rapport Ramoge. La présidente de la commission, Isabelle Rosa Brunetto, sera avec nous d'ici quelques minutes. Et puis à la fin de ce journal, nous retrouverons le créateur, l'organisateur des Sérénissimes de l'humour, Salim Zegdar, qui nous détaillera les têtes d'affiche, nous les présentera de cette nouvelle édition qui se tiendra au Grimaldi Forum du 15 au 19 mars prochain. Et pour débuter ce journal, la nouvelle performance de nos footballeurs monégasques qui enchaînent les succès en ce début du mois de février, avec un quart de finale victorieux de Coupe de France hier. Victoire 2-0 face à Amiens et qualification pour le tour suivant grâce à des buts signés Aurélien Tchouaméni tout d'abord dès la 5e minute. Superbe reprise de volée dans la surface de réparation. Et le deuxième but à la 54e, signé Kevin Volland après une passe décisive du tout jeune Marnès Akliouche, tout juste 19 ans et pur produit de l'Académie monégasque. L'AS Monaco attend désormais de connaître son adversaire pour les demi-finales avant de penser au Stade de France. Réaction du premier buteur hier soir à Monaco, Aurélien Tchouaméni. Si on regarde les deux matchs d'avant, Montpellier et Lens, on avait eu du mal un peu à rentrer dans nos matchs. Et puis là, depuis deux matchs, on est bien, on arrive à marquer rapidement, ce qui nous donne de la confiance. Il va falloir continuer à faire ça parce que forcément, si on arrive à marquer rapidement, ça ne tue pas le match, mais ça nous met dans une bonne position, donc il faut continuer. Donc, quand on a vu que le PSG, le grand favori de cette compétition, était sorti, on s'est dit qu'on avait encore plus de chances d'aller au bout. Mais là, très honnêtement, on va se concentrer sur le match de Lorient. On va voir le tirage au sort demain ou après-demain. Et puis, on verra en temps voulu. Le basket maintenant, après sa semaine parfaite avec 3 victoires en autant de rencontres, la Roca Team retrouve les parquets ce jeudi. Pour la 26e journée d'Euroleague, les Monégasques affronteront les Lituaniens de Kaunas. Victoire impérative pour rester dans la course au play-off. Yannick Debever, Sylvain Peroumal et Alexandre Gougassian ont assisté ce matin au tout dernier entraînement des joueurs. Bonne humeur et énergie au programme de l'entraînement de la Roca Team. Les secteurs clés de l'opposition face aux Žalgiris Kaunas sont travaillés et spécifiquement le rebond défensif pour limiter l'impact des pivots comme Geoffrey Lauvergne ou Josh Nibo. Une grande intensité est également prévue face aux Lituaniens. Key point, of course, like always, to play our game. To have like aggressiveness, especially knowing that they played yesterday, that we attack as much as possible, from the beginning till the end. Comme l'a signalé Obradovic, Kaunas a joué ce mardi son match en retard de la 17e journée face à Milan. Les Italiens, 3e du classement, ont eu bien du mal à s'imposer face aux Lituaniens 74-70. Même si Žalgiris est dernier du classement depuis le début de la saison, aucune équipe n'est à sous-estimer en Euroleague. On ne s'attend forcément pas à un match facile. Eux, ils ont clairement rien à jouer, ils vont arriver ici en étant relâchés. Et justement, un adversaire relâché, c'est encore plus dangereux. Enfin, tout le monde peut battre tout le monde en Euroleague. Le moindre relâchement se fait payer cash. Donc, contre une équipe comme ça, il faut leur montrer d'entrée de jeu qu'on n'est pas venu là pour blaguer.
Autre match en retard joué mardi, le Fenerbahçe, concurrent direct de Monaco, s'est imposé avec la manière face à Madrid, 66-51. Avec encore 2 matchs en retard, les Turcs sont passés devant la Roca Team au classement et trustent désormais la tant désirée 8e position. Of course, you need to believe, like in any game you play, it has to be like you played the last one. Il nous reste une dizaine de matchs, il me semble. Et il va falloir en gagner le maximum. Parce que là, la course à la 8e place, elle va être très 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 serrée. Point extrêmement positif pour la Roca Team, 7 des 10 derniers matchs d'Euroleague se joueront à Gaston Médecin. Concernant les absences pour le match de ce jeudi face à Kaunas, seul le capitaine Léo Westermann est encore indisponible. Ce matin encore, une championne de 36 ans a encore épaté tout son monde. 16 ans après sa médaille d'argent à Turin, Lindsay Jacobellis a réussi à 36 ans à obtenir la médaille d'or en snowboard cross. Il y a 48 heures, c'est le descendeur français Johan Claret, 41 ans, qui défrayait la chronique. Et après les performances des Rafael Nadal, Sébastien Loeb, autres, Kelly Slater qui domine lui le surf à 50 ans, on va essayer de comprendre ce soir comment fonctionne, comment résistent ces champions, en tout cas à l'épreuve du temps, avec l'un des membres du staff médical de l'équipe de France féminine de tennis, Antonin Mouchet. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous occupez au plus haut niveau des joueurs de tennis, côté kiné, ostéo et même tout, parce qu'il faut s'occuper d'une équipe évidemment et de ces jeunes filles. On a remarqué, on le disait depuis tout à l'heure, qu'il y avait une certaine longévité aujourd'hui du côté des sportifs. C'est assez incroyable. On a vu ce matin encore aux Jeux Olympiques, Lindsay Jacobellis, 36 ans, 16 ans après Turin, qui devient à nouveau championne olympique de snowboard. On a évidemment le copain d'entraînement d'Arnaud Alessandria, le monégasque, c'est Johan Claret à 41 ans. Et puis des exemples comme Kelly Slater, 50 ans, Sébastien Loeb, 47 ans et quasiment 48, Nadal. Enfin, on a plein d'exemples aujourd'hui. Alors, pourquoi, quand on est si vieux, entre guillemets, on est si bon? Quand on parle de Nadal, que je connais un peu, quand on parle de Kelly Slater, ça reste des monstres dans leur domaine. Après, les autres, moi, je ne connais pas tous les sports, mais c'est vraiment des personnes hors normes. Donc là, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait, qu'on ne peut pas appliquer à tout le monde, en fait. Ça, c'est vraiment pour des sportifs exceptionnels. Après, effectivement, il y a une vraie longévité aujourd'hui qui est liée à l'amélioration de tous les paramètres, que ce soit les prises en charge médicales, au niveau de la nutrition, au niveau du sommeil, au niveau énormément de domaines, en fait. On a pris en charge ça très tôt, en fait. On s'y prend de plus en plus tôt à inculquer à l'enfant la façon de se comporter? Je pense qu'il y a une vraie éducation dès le plus jeune âge et puis une volonté. En fait, les joueurs, par exemple en NBA, investissent eux-mêmes de leur propre argent, en fait, pas du club, mais pour leur corps, en fait. Et donc, ils s'approprient, en fait, le projet. Dans votre domaine de prédilection, Antonin, quel tennis, qu'il soit féminin ou masculin, il y a des cellules maintenant autour, en plus de la fédération, ce qu'elle peut leur apporter. On peut rajouter... Oui, tout à fait. Ouais. C'est ça, un diététicien, spécialiste du sommeil, des choses comme ça. Oui, il y a ça. Il y a tout ce qui est physio, donc la cryo, enfin, énormément de protocoles de récup. Il y a la pressothérapie, beaucoup de physio autour de tout ça. Et c'est vrai que ça prend une grande part aujourd'hui dans une journée d'un sportif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le match, il y a la préparation, il y a avant, après. Et ça, c'est très long, en fait, finalement, une journée. On ne voit pas ça, forcément, quand on va voir un match. En fait, on ne se rend pas compte de tout ce qui a été fait en amont et tout ce qui est fait après, en fait, le match. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on va avoir de plus en plus de champions âgés. Ça dépend aussi des disciplines, parce qu'on voit que la natation, on arrête très tôt. Alors, en vélo, par exemple, on y reviendra. C'est vrai, on voit des garçons qui peuvent rouler jusqu'à 40 ans, même plus. Ou en football, même il y a des gens de plus de 40 ans qui jouent encore au foot, surtout quand on est gardien. Mais les Ronaldo, Messi sont toujours là, même s'ils jouent différemment, finalement. Je pense qu'il y a quand même une différence dans les sports de contact. Et là, il y a quand même une limite, en fait, avec ça. Je pense que passer au-dessus de 35 ans, 40 ans, ça devient compliqué. Donc ça, et puis sur l'explosivité. En revanche, effectivement, il y a d'autres sports où on peut aller plus loin et le golf, c'est un exemple parfait. En surf, c'est étonnant ce que fait Kelly Slater parce que ça nécessite quand même vraiment une vraie condition athlétique, mais qui compense probablement par son savoir-faire, en fait. Et donc, voilà. Mais ce qui nous a marqué, je parlais du compère d'entraînement d'Arnaud Alessandria, notre descendeur, notre porte-drapeau monégasque, c'est quand tu vois Johan Claret, 41 ans, parce que la descente, c'est un sport où c'est comme un plongeon, quoi. Et à un moment, il faut partir, et il y a le facteur peur, quoi. C'est vraiment dans la tête, là. Là, je pense que c'est vraiment mental. C'est des sportifs qui ont une vraie foi en eux, et moi, je le connais pas, donc là, en tout cas, c'est ce que je vois pour d'autres grands champions, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment la tête, là, qui fait la différence, en fait. Et Nadal, c'est l'exemple parfait de ça, en fait.
Aujourd'hui, il est allé gagner ce titre. C'est la tête, hein. C'est une détermination. Pardon Antonin, mais c'est quand même assez incroyable que ce garçon soit blessé il y a si peu de temps. Il était blessé il y a quoi? Il y a même pas 3 mois et qu'il revienne comme ça. J'ai connu des joueurs comme Sidney Govou qui faisaient des ligaments alors que ça prend quasiment 1 an chez quelqu'un et qui rejouait 6 mois après, quoi, même pas. C'est pas vrai pour tout le monde, quoi. Mais il y a vraiment dans la récupération et la préparation énormément d'amélioration et surtout le fait de prendre son corps comme un outil, en fait, et d'investir dans cet outil-là, en fait, quoi. Pour un sportif d'une certaine génération, quel est le meilleur sport finalement le plus complet? C'est quoi? C'est toujours l'aviron? Ou c'est simplement de se promener, de faire de la marche rapide? Moi, je pense qu'une des possibilités, c'est d'alterner déjà. C'est de faire, par exemple, de la course à pied, donc, mais pas des sorties forcément longues, pas partir sur des marathons, mais rester sur des 45 minutes, 1 heure, faire éventuellement de la natation, du vélo et d'alterner. Mais en fait, ce qui est difficile, c'est de faire tout le temps le même sport, des sports très traumatisants. Donc ça, c'est une des clés. Et puis après, c'est la régularité. Déjà, c'est d'arriver un peu en avance avant l'entraînement, s'échauffer un petit peu. En fait, moi, c'est ce que je conseille à mes patients, en fait. C'est de faire un peu en anticiper, un peu de prévention là-dessus, en fait. Merci à vous, Antonin Mouchet. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Est avec nous ce soir l'un de nos résidents monégasques en plus, le coureur belge, ancien champion du monde il y a 10 ans, Philippe Gilbert. Bonsoir à vous. Bonsoir. Je ne le dis pas tout de suite, mais quand même, bientôt 40 ans, hein, on est bien d'accord? Eh oui, au mois de juillet, ce sera 40, le fameux cap des 40 ans. Ouais. Le cap des 40 ans. Et vous êtes toujours sur le vélo, toujours allé chercher cette victoire, vous, champion du monde, vous qui avez gagné quasiment partout, tous les grandes classiques comme Paris-Roubaix, des étapes du Tour de France. Qu'est-ce qui vous donne envie, encore une fois, de battre ces petits jeunes, quoi, finalement? Je pense qu'il faut d'abord aimer ce qu'on fait. Après, il faut être très rigoureux envers soi-même, envers son corps surtout, parce que c'est un sport, le cyclisme est un sport très physique, donc il faut respecter son corps. Vous me voyez certainement descendre du rocher et partir voilà, sur les routes, un coup vers Nice, un coup vers Ventimille. Et voilà, il faut beaucoup de rigueur. En résumé, c'est l'envie, c'est aussi quoi? La diététique, c'est des gens autour de vous qui font que vous êtes dans un petit cocon, dans un confort, même si après vous êtes sur le vélo tout seul, sous la pluie, la grêle et le soleil. Hein. Oui, il faut un bon encadrement, il faut une bonne, très gros mental parce que, comme je le dis, c'est un sport où on est souvent seul. On n'a pas le coach qui est toujours derrière nous, à nous pousser, à nous observer, etc. Donc, il faut beaucoup de rigueur personnelle. Ouais. La récupération, c'est important. On le voit là, vous préparez le Tour de Provence, par exemple, dans votre chambre, ce soir avec nous. Ça se prépare, c'est du massage, c'est des repas à heure fixe. C'est plutôt une façon de vivre qu'on adapte quand on est sportif. Bien sûr, il faut s'autoriser certains écarts parce que sinon, mentalement, on ne tient pas 20 ans. Donc, il faut un minimum de vie et de plaisir. Le matériel a changé. C'est important. C'est ça aussi? C'est peut-être plus léger pour un vélo, une façon de freiner différente? J'ai chez moi pas mal de vélos, dont mes premiers vélos. Et si je les compare, il y a beaucoup de différences. L'aérodynamisme a changé énormément. Et voilà, les vélos sont beaucoup plus lourds en 2022, pardon, contrairement à ce qu'on peut penser. Ah bon? Mais ils vont beaucoup plus vite. Qu'est-ce qui vous donne envie de continuer? C'est de voir que Valverde continue dans le vélo, c'est de voir que Sébastien Loeb, à 47 ans, bientôt 48 heures, continue à rouler plus vite que les autres, que Nadal est toujours là. Est-ce que vous êtes fixé un objectif? Je ne sais pas exactement comment ça peut s'expliquer. Est-ce qu'il y a une évolution aussi de l'humain, tout simplement? La génétique a peut-être été modifiée au fil des années. Ou est-ce que c'est plutôt les techniques qu'on connaît et qu'on gère de mieux en mieux? On voit beaucoup l'usage de la cryothérapie, même des simples bassines d'eau glacée pour des basketteurs, des footballeurs ou des rugbyman. Qu'est-ce qui vous a surpris le plus, vous, pour pouvoir continuer, justement? Peut-être que c'est un secret de fabrication. Hein. Moi, j'ai commencé à la Française des Jeux. On avait un petit camping-car pour se déplacer sur les courses. On était des fois 10 coureurs dedans. Donc, finalement, on devait utiliser les voitures et utiliser le camping-car que sur l'aire de départ et d'arrivée. Aujourd'hui, on a plusieurs bus par équipe qui sont équipés de A à Z, qui sont presque des maisons. Hein. Oui. Donc, déjà, le confort a évolué et ça permet de durer dans le temps. La retraite, c'est loin, hein? Non. Très loin. Non, là, je me suis vraiment mis cette limite. 20 ans en tant que coureur professionnel, c'est beaucoup. Et j'ai toujours évolué au plus haut niveau également. Donc, voilà, il est temps de laisser la place à d'autres projets.
Demain, on rappelle, hein, Tour de Provence et puis ensuite les grandes classiques du printemps. Hein, on se retrouvera évidemment sur Monaco Info, chez vous, avec ces belles régions pour faire du vélo. Merci Philippe. Avec plaisir. Au revoir, merci. L'autre actualité du jour, c'est avec vous, Christine Datomel. On reste dans le sport encore un instant avec les Jeux Olympiques d'hiver. Christine Da, bonsoir. Oui, en effet, le prince souverain était l'invité de Claire Vauquier-Ficot dans les studios situés à Zanguilacou. Dans son entretien diffusé sur France 2, il a livré ses impressions sur les Jeux Olympiques à Pékin, lui qui a pu assister à plusieurs compétitions sur les 3 différents sites de la capitale depuis son arrivée en Chine. Il s'est remémoré aussi le souvenir de ses 5 participations aux Jeux Olympiques avant d'évoquer les résultats de la délégation monégasque. Sur place, le prince Albert II a notamment été accueilli par le directeur des sports de France Télévisions, Laurent-Éric Lelay, et le directeur de production, Pierre Martin. L'entretien est disponible en replay sur le site France Télé. Et puis un petit clin d'œil à nos amis de Code Sport. Oui, le magazine qui traite toute l'actualité du sport de Monaco et de la Côte d'Azur vient de sortir un numéro spécial avec à la une nos athlètes intitulé En piste. Cette édition est consacrée en grande partie, vous l'aurez compris, aux Jeux Olympiques de Beijing, auxquels participent 4 sportifs monégasques. Mais dans ce numéro de Code Sport, vous pourrez retrouver également une interview exclusive du nouvel entraîneur des Rouges et Blancs, Philippe Clément, un mot d'histoire avec le sport sous le prince Albert Ier et une page également consacrée au 90e rallye de Monte-Carlo. Un symposium économique, Christine Da, la belle classe super yacht. Effectivement, ce rendez-vous annuel de l'industrie du yachting qui permet d'analyser le secteur, ses évolutions, ses enjeux et ses problématiques, mais aussi de réunir amateurs et professionnels, s'est tenu ce week-end en principauté, fédérant tous les acteurs leaders de la chaîne mondiale de l'industrie de super yacht. Une 60aine de participants a pu échanger sur la manière dont l'industrie évolue et s'adapte aux problématiques environnementales. Pour cette 14e édition, la question du rétrofit était au cœur des débats. Le yachting vert s'affirmant comme l'avenir du secteur. Les amateurs ont à faire un choix entre devenir propriétaire d'un yacht durable ou alors rénover le leur. Une modernisation aujourd'hui inévitable. D'ici 5 à 10 ans, un certain nombre de zones, notamment côtières, ne seront plus accessibles aux navires fonctionnant au diesel. Après ce symposium économique, le Yacht Club de Monaco mettra le cap sur la 5e édition de la Monaco Ocean Week qui se tiendra fin février. Et pour les vacances d'hiver, le musée océanographique propose ses animations toujours fort appréciées par le grand public. Un reportage, une découverte pour certains, signé Orazio Gaggino et Dorine Jarnias. Une immersion au cœur de la Méditerranée, c'est ce que propose le musée océanographique, l'occasion de redécouvrir le musée de façon ludique. Pendant les vacances, c'est le moment aussi de profiter encore de la grande thématique corail, qui va changer après pendant l'année, et justement de profiter de cette exposition pour s'émerveiller de la beauté des récifs coralliens, de leur diversité, de leur grande biodiversité, de se rendre compte aussi d'un peu de leur fragilité et de quelques manières aussi pour les sauvegarder. Une immersion totale qui ravit tout le monde. Je l'ai vu quand j'étais enfant, il y a très longtemps que je n'étais pas revenue, et là vraiment c'est magnifique. Nous sommes venus profiter des beaux jours de février pour visiter le musée. C'est magnifique, c'est vraiment très beau. En plus de l'immersion, le musée propose aussi des casques de réalité virtuelle, un escape game et un espace de découverte au plus près des animaux. Alors ici, c'est une animation qui s'appelle Les animaux du bord de mer. C'est une animation qui permet vraiment, en famille, en petits groupes, de découvrir tous les animaux qui vivent sur le bord de la Méditerranée et de les découvrir justement sous un angle un peu différent. C'est-à-dire voilà, comment ils se déplacent, comment ils peuvent se nourrir, quel est leur petit secret, quelles sont leurs stratégies vraiment de vie. Et là, on peut vraiment les découvrir entièrement. Ainsi, c'est l'occasion pour petits et grands de découvrir les animaux de plus près, avec des animateurs présents pendant toutes les vacances. Début aujourd'hui en France, en Bretagne, à Brest, du One Ocean Summit, ce grand sommet mondial annuel destiné à nous alerter sur la menace environnementale qui plane sur nos mers et nos océans. L'occasion était belle, en ce jour de sensibilisation, de faire le point sur les toutes dernières recommandations de l'association Ramoge, qui regroupe, vous le savez, les responsables monégasques, français et italiens. Bilan,
Perspective en matière d'alerte et de surveillance avec sa présidente qui est avec nous ce soir, présidente de la commission, Isabelle Rosa Brunetto. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous venez de prendre la présidence de Ramoge pour 2 ans. On rappelle ce qu'est Ramoge entre Marseille et La Spezia. Oui, tout à fait. C'est un accord qui a été voulu par le prince Régnier III et qui réunit donc 3 États, l'Italie, la France et Monaco, pour la préservation aujourd'hui de la Méditerranée au sens large. Au sens large, ça va de la surveillance évidemment à l'exploration. Quelles sont les grandes lignes pour 2022 ? Nous allons poursuivre, notamment en 2022, bien entendu, l'observation des fonds marins, avec notamment une mission qui sera conduite par nos amis et voisins italiens, mais aussi, bien sûr, reprendre les exercices anti-pol, anti-pollution, qui sont fort utiles et qui sont aussi un moyen de collaborer étroitement, parce qu'on imagine par exemple aussi y joindre les magistrats au cas où il y a des besoins de poursuites judiciaires pour une marée noire par exemple. Oui, comme au large de la Corse il n'y a pas très longtemps malheureusement. Voilà. Et puis aussi une observation de la biodiversité, des belles espèces endémiques que nous avons autour de la côte ici. Et bien sûr de leur sensibilisation toujours et encore, parce que la mer doit être protégée. Notamment, le plus important, c'est les déchets, pouvoir les repérer et pouvoir sensibiliser encore et toujours. On a même prévu un deuxième concours photo pour que les gens se mettent vraiment à aimer cette mer, mais de façon tout à fait consciente et durable. Vous faites appel à tous les corps de métier quand on parle du suivi des espèces emblématiques dans nos fonds marins ici, sur ces côtes ligures, monégasques ou françaises. On fait appel évidemment par exemple au club tout naïvement de plongée. C'est vraiment un travail qui va du plongeur ou du plaisancier qui voit des dauphins par exemple, et jusqu'aux États au plus haut niveau des ministères. On surveille également ce qui a repris évidemment depuis quelques temps, depuis la pandémie, c'est le monde des croisières et de la grande plaisance aussi. Les croisières pour l'instant c'est encore en discussion et la question est aujourd'hui à l'étude sur la reprise des croisières. Il y a eu un gros effort fait de sensibilisation les 2 dernières années par Ramoge auprès des croisiéristes et auprès de la grande plaisance. Oui. Dans cet accord tripartite, c'est important, c'est l'harmonisation. Tout se passe bien entre Italiens, Français et Monégasques qui dirigent en ce moment cette commission Ramoge pour 2 ans, vous l'avez dit. Eh bien écoutez, je pense que nous sommes assez mûrs pour savoir faire des concessions entre 3 pays. Ce n'est pas non plus 195 pays comme à l'ONU, mais parfois il y a des petites divergences de vues que nous trouvons toujours un moyen de passer outre, et tout ça pour le bien de la Méditerranée. Merci 1000 fois Isabelle Rosa Brunetto d'avoir été avec nous ce soir pour parler d'un élément qui nous est si proche et si fort à l'intérieur. Merci à vous. Et on vous retrouve, Christine Datomel, pour les dernières infos en principauté, avec des nouveautés pour l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et l'aviation civile. Oui Christophe, le grand pianiste suisse Francesco Piemontesi, qui vogue sur la scène internationale depuis 2007, se produira prochainement à Monaco. Le musicien poursuivra l'aventure schubertienne qui a débuté depuis le début du mois de février en principauté, en offrant un récital inédit le samedi 19 février à 20h à l'Auditorium Régnier III. Un concert composé de pièces de Johann Sebastian Bach avec les variations sur un thème de Franz Schubert de Lachenmann. En juin 2019, la direction de l'aviation civile inaugurait le développement d'un système de gestion de l'espace aérien en basse altitude, notamment pour les drones, et une nouvelle réglementation vient tout juste d'être mise en place, Christinda, dans ce domaine. En effet, il y a 3 ans de cela, la principauté devenait le premier État à déployer un programme spécifique relatif aux drones et autres aéronefs sans pilote. La sécurité étant un prérequis pour un véritable essor de la mobilité aérienne, un cadre réglementaire est venu conforter ce dispositif initial. Effective depuis le 6 février dernier, cette nouvelle mesure vise à assurer une meilleure gestion de l'espace aérien monégasque tout en ajustant la réglementation nationale à l'évolution technologique constatée dans le secteur de l'aéronautique. La 16e édition des Sérénissimes de l'humour aura lieu du 15 au 19 mars prochain au Grimaldi Forum. Salim Zegdar, son créateur, vous dévoile les têtes d'affiche 2022.
En programme, nous aurons Patrick Timsit avec son dernier spectacle, sa tournée d'adieu. Nous aurons également Caroline Vigneault, Jean-Luc Lemoine. Et le vendredi 18 mars, un plateau de jeunes artistes, de jeunes talents, puisque l'idée c'est de renouer aussi avec ça, ce qu'on avait fait à l'époque avec les Open du Rire. Et nous serons en plus en direct sur l'antenne nationale de Rire et Chanson, donc c'est aussi une première pour nous. Donc vous retrouverez Sébastien Marx, Douli, Jérémy Gradville, David Azencott, pour un moment juste exceptionnel. Et puis on terminera le samedi avec notre ami Roland McDan. Nous avons une tradition au Sérénissime de l'humour, parce que nous avons, je ne sais pas si vous vous souvenez, lancé Tano. Les premiers pas sur scène de Tano, c'est au Grimaldi Forum, à travers l'Open du Rire, dans le cadre des Sérénissimes de l'humour, où il avait gagné l'Open du Rire. Ahmed Silla aussi, pour lequel il a fait ses débuts en toute première partie ici au Grimaldi Forum. Et puis récemment, Hassan de Monaco, que l'on soutient, qui est venu l'année dernière faire un spectacle aussi en tête d'affiche. Donc oui, c'est très important et c'est pour ça que ce nouveau plateau d'artistes que nous faisons le vendredi 18 est important pour nous. Et puis ça vous permet également de venir découvrir les artistes de demain. Ouais, je crois qu'on y est, ça y est, ça recommence. On ressort, il commence à faire bon, les gens ont envie de sortir. On voit que la billetterie fonctionne, repart. Le fait aussi que Rire et Chanson accepte de faire ce direct montre qu'ils veulent aussi que ça reparte et ils nous encouragent. Donc oui, je crois que ça y est, c'est reparti. Alors on respectera bien entendu toutes les mesures sanitaires, mais je crois que oui, la culture repart. Et en tout cas, nous sommes très heureux de faire cette 16e édition des Sérénissimes de l'humour. Et sachez qu'1 euro par billet vendu sera reversé à la Fondation Flavien, fondation qui lutte contre les cancers pédiatriques et les maladies rares. Salim Zegdar, interrogé par Vanessa Dessy. La météo de ces prochaines heures, c'est avec vous, Christine Datomel. Eh bien, jusqu'à midi jeudi, le temps qui s'installe est clair, mais au cours de l'après-midi, quelques passages nuageux sont prévus. Un jour ensoleillé, mais venteux tout de même. De temps à autre, des rafales pouvant atteindre les 23 km/h traverseront la région. Du côté du thermomètre, 8 degrés pour les minimales et 14 pour les maximales. Pour les plus courageux, l'eau de mer sera également à 14 degrés. Le soleil se lèvera à 7h35 jeudi et se couchera à 17h54. Demain, 10 février, nous fêterons les Arnaud. Et comme le veut la tradition, on termine par les instantanés d'un soir de match, avec la très belle qualification de l'AS Monaco Football Club face à Amiens, 2-0, avec à la clé une place pour les demi-finales de la Coupe de France. Photo signée Manuel Vitali. Demain 19h, c'est Patricia Navarro qui vous accompagnera pour une toute nouvelle édition de votre journal sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.